Vous êtes Véronique Olmy, auteure de romans, auteure de théâtre, et c'est pour Bakita que nous vous accueillons aujourd'hui. Ce roman est publié chez Albin Michel. Comment faites-vous la connaissance de Bakita? Quand la rencontrez-vous, si on peut parler de rencontre? Quand rencontrez-vous donc Bakita, qui sera l'héroïne de votre roman? Oui, c'est juste de parler de rencontre. Bakita, je la rencontre l'été 2015 dans une petite église à Langeais, en Touraine. Je vois son portrait, je lis quelques dates sous ce portrait et je n'y comprends rien. Je ne comprends pas comment on peut avoir oublié son prénom et avoir un tel parcours et être une telle personne. Et donc je pars à sa recherche pour la rencontrer encore plus. C'est à hauteur d'enfant que vous écrivez le début de cette vie qui est une vie d'esclave. Vous a-t-il fallu reconstruire le personnage, la personnalité de Bakita? Je l'ai plus suivie pas à pas que reconstruite parce que je n'ai pas la prétention de l'avoir appréhendée dans son entièreté, dans sa complexité. J'ai essayé de l'accompagner puisque ce qui m'a poussée vers l'écriture du roman, c'est donc l'incompréhension, la question du mal, qui est la question fondamentale de la littérature, de l'humanité. Comment cette petite fille débaptisée avait pu grandir, devenir une adolescente alors qu'elle était esclave, violentée, offensée, torturée. Comment on se construit soi-même. Et donc j'ai essayé d'être à côté d'elle et effectivement tout part de l'enfance, puisque je pense que la structure de chacun de nous, c'est l'amour que l'on reçoit enfant. Et même si on oublie les souvenirs tangibles, Bakita avait oublié son prénom, son dialecte, les lieux d'où elle venait. Elle n'était incapable de nommer son village au Darfour. Mais elle avait en elle comme un fruit, son noyau, cette structure de l'enfance qui l'a protégée et qu'elle a protégée. Avec ce récit et le récit de cette vie, vous montrez les étapes de la déshumanisation, comment on fabrique un esclave en fait, qui devient un objet. Est-ce que vous avez eu d'autres sources que le récit de Bakita pour écrire? Oui, bien sûr, je me suis énormément documentée sur l'esclavage au Soudan. Il y a beaucoup de témoignages de missionnaires, de romanciers, de géographes, d'ethnologues. J'ai rencontré plusieurs fois une historienne du Soudan. Enfin, il y a toute une recherche autour de Bakita pour ensuite revenir au centre de mon récit qui est elle. Vous lui redonnez vie à Bakita et est-ce que un but du livre était aussi peut-être de lui redonner tout ce qu'on a pu lui voler à cette femme? Pas du tout. Je vais vous décevoir. Je suis romancière. Je ne suis pas dans aucune revendication, aucun message. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment la question qui me préoccupe en tant que romancière, c'est la question du bien et du mal. Ne connaissant pas Bakita avant de rentrer dans cette église, je ne me suis pas dit une seule seconde, je vais réhabiliter. Je ne suis pas allée dans un esprit de justicier vers elle. Je suis allée dans un esprit de découverte plutôt. Peut-être pouvez-vous nous redire le parcours de Bakita? Bakita, c'est une petite fille qui naît vers 1869 au Darfour, qui est enlevée à l'âge de 7 ans, qui va être esclavagisée et vendue, achetée 5 fois. Elle va connaître 5 maîtres différents. Elle va faire de très longues marches dans le Soudan pour aller de centre de tri en centre de tri, de maître en maître. À l'âge de 14 ans, elle va être achetée à Khartoum, à la capitale, par le consul italien qui, fuyant le djihad au Soudan, va l'emmener avec lui en Vénétie. Elle arrive en Italie à l'adolescence, elle va être domestique, nourrice, puis le hasard de la vie va faire qu'elle va être placée quelques mois à Venise, chez les Canossiennes. Elle va demander à recevoir le baptême. Elle va être affranchie à l'issue d'un procès retentissant à Venise. Elle va demander à rentrer dans les ordres des Canossiennes, qui est un ordre qui s'occupe des enfants pauvres, des orphelines, des enfants maltraités. Et jusqu'à la fin de sa vie, ses 78 ans,
Elle va s'occuper de ses enfants, elle va s'occuper des soldats pendant la Première Guerre mondiale, elle va être malgré elle un objet de propagande sous Mussolini pendant les guerres coloniales et elle va mourir après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui traverse les continents, les siècles et qui est toujours dans la présence forte et irréductible au monde. Alors, quels moyens la romancière utilise-t-elle? Quels moyens avez-vous utilisé pour romancer cette vie? Je ne sais pas ce qu'on entend par romancer. C'est vrai que je ne suis pas historienne, je ne suis pas allée faire des vérifications dans les bibliothèques du Vatican ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Moi, une fois que j'étais allée en Italie, chez les sœurs, dans les couvents, je ne suis pas allée au Darfour, une fois que m'étais imprégnée de la documentation et de sa vie, la Storia Meravigliosa, qui est l'histoire officielle, le livre du Vatican, j'ai avancé pas à pas. Qu'est-ce que c'est une petite fille qui vit dans ce village? J'ai écrit le roman au présent. Qu'est-ce qui se passe quand une petite fille obéit à ses ravisseurs? Et voilà. Et j'ai découvert petit à petit cette amplitude d'humanité et de complexité qui est la personnalité de Bakita. Pour terminer cet entretien, Véronique Olmy, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Alors avec Bakita, j'aime bien partager un roman qui est sorti en France en même temps que le mien, qui est le roman de Colson Whitehead, Underground Railroad. Il est en français mais le titre n'est pas traduit et qui parle de l'esclavage afro-américain, enfin l'esclavage, la traite transatlantique. C'est un superbe livre qui utilise une métaphore en fait. C'est-à-dire que quand l'abolition a été déclarée en Amérique, tous les États n'étaient pas d'accord et il y a eu des routes pour aider les esclaves à fuir les États qui refusaient l'abolition et les esclaves étaient poursuivis par des gens qui voulaient continuer à les esclavagiser. Ils est arrivé dans des États où ils se pensaient à l'abri. En fait, ils étaient l'objet d'expériences scientifiques. Et en fait, Colson Whitehead utilise cette métaphore des chemins de la délivrance qui étaient clandestins par réellement un souterrain. C'est-à-dire, il imagine ce que l'on reçoit souvent, nous, dans nos cauchemars, des gares souterraines, sans lumière, sans savoir où on va, qui va nous attendre, qui conduit le train, comment on va sortir de là. Et ça donne une sorte d'enfermement comme ça qui accompagne Cora, l'héroïne, et qui va vers sa possible libération. Et c'est un roman qui est saisissant. Merci beaucoup, Merci. Véronique Olmy. Merci.